Bonsoir Stanislas Guerini. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre de la fonction publique. Vous êtes ce soir face à Nora Hamadi. Bonsoir Nora. Salut face Maxime. à Bruno Jeudi et face à Antonin André qui sont là pour vous interroger ce soir. On va détailler dans un instant la mobilisation du jour avec Pauline Simonet que je salue également, ville par ville. Bonsoir Pauline. Mais juste une chose Stanislas Guerini, vous avez vu les chiffres que je viens de donner. À quel moment ça devient intenable pour le gouvernement? Moi je crois qu'il faut dire les choses clairement. Cette réforme c'est une réforme qui nécessite des efforts, qui réclame des efforts aux Français. Et je pense qu'on a intérêt à le dire de façon assez claire. Elle a une finalité, c'est de préserver notre système par répartition, auquel on est tous attachés. On veut le faire pour préserver les retraites de nos enfants, nos petits-enfants. On veut le faire aussi pour augmenter les pensions de retraite des retraités actuels, de ceux qui ont bossé toute leur vie. Mais vous avez entre 1,2 million et 2,8 millions dans la rue aujourd'hui, des sondages contre vous, etc. À quel moment ça devient Elle a une finalité, mais s'ouvre un temps qui est un temps parlementaire. Moi, je ne suis pas dans une logique de bras de fer. Je pense que entre la rue et le gouvernement, il y a le Parlement. Et en ce moment même, ce sont les députés qui sont en train d'étudier ce projet de loi. Ça permet de faire ressortir des sujets, de clarifier, peut-être parfois de tordre le cou à certaines contre-vérités. Et puis ça permettra, je le souhaite très sincèrement, de continuer à enrichir ce texte de loi. Mais vous voyez, il y a eu un temps de démocratie sociale, vous reconnaissez... il y a un temps de manifestation et puis un temps parlementaire. Et tout ça, ça a de la valeur, ça s'appelle la démocratie. Mais et on va continuer à avancer. En l'occurrence, se fait en même temps, d'une certaine manière. Vous reconnaissez qu'il y avait plus de monde aujourd'hui dans la rue. Vous l'avez dit vous-même, il y avait plus de manifestants, certainement. Et donc je le reconnais bien volontiers, d'évidence. Enfin, certainement, sur les chiffres du ministère de l'Intérieur. Bien entendu, mais je ne les conteste pas une seconde. Et je vois la valeur à ce que les choses se passent bien. Je pense qu'il faut saluer les organisations syndicales, il faut saluer les forces de l'ordre aussi, qui jouent un rôle très important. Je pense que ça a beaucoup de valeur en démocratie. Donc tout ça, je ne le conteste pas. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas minimiser ni la valeur de la démocratie sociale, ce qui s'est passé en amont de ce texte-loi. Parce qu'on le dit peut-être plus du tout, mais en l'occurrence, ce texte, il n'est pas celui qu'on avait envisagé au début. Il a déjà bougé. Il n'est pas celui que le président de la République avait même présenté aux Français pendant l'élection présidentielle. 64 ans, ça n'est pas 65 ans. Mais tous ces gens-là, et donc, que l'on voit, on va continuer à l'améliorer. Ça n'introduit pas un doute dans votre esprit? Pas un doute sur la nécessité de faire cette réforme. Et encore une fois, je vous le dis de façon très sincère, la question, c'est pas de savoir si la réforme que nous portons, elle est populaire ou impopulaire. Savoir si elle est indispensable au pays. Et c'est ça la vie politique. C'est de faire des choses qui sont parfois pas populaires, mais qui nous semblent utiles pour l'avenir du pays, pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Voilà, c'est ça la vérité. Le problème, c'est qu'elle n'est pas comprise. C'est-à-dire que vous avez raté la bataille de l'opinion et la pédagogie avant. C'est-à-dire que les Français ne comprennent pas l'utilité de cette réforme. Ce match-là, vous l'avez perdu. Mais il ne faut pas abandonner l'idée de convaincre. Moi, je pense qu'il faut le faire sur des bases très factuelles. Ce qui justifie la réforme des retraites, en réalité, c'est une évolution de démographie. Vous le dites parfois sur ce plateau. Il y a quelques décennies, 4 actifs qui finançaient les retraites d'un retraité. Maintenant, on est en train d'arriver à 1,5 actifs qui va financer la retraite d'un retraité. Le fondement de cette réforme des retraites, il est celui-là. C'est pour ça que tous les autres pays autour de nous, ils ont bougé sur cette question-là. Et ils ont bougé pour une question qui est aussi spécifique à la France, qui est la générosité de notre système social, de notre système de retraite, qui est un système protecteur. Après la réforme, on sera le pays en Europe où on continuera de partir le plus tôt avec le système le plus généreux d'Europe. Peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment dit, pas suffisamment clairement, mais en tout cas, surtout, je vous remercie de m'inviter pour pouvoir le dire clairement. Ce sera plus dur. On va en parler ce soir. On a il faut faire les choses sincèrement. Voilà, moi je pense qu'il faut pour être entendu, il faut dire les choses de façon crédible. Je le dis et je le dis y compris en tant que ministre de la fonction publique. Il y a un mot qui a disparu de votre langage, en tous les cas, ce soir, chez vous, mais d'autres ministres, c'est vous ne dites plus que c'est une réforme juste. Donc vous concédez que la réforme n'est pas juste. Comme l'a dit Franck Riester, par exemple, pour les femmes, elles sont pénalisées. Moi, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je pense qu'il faut commencer par aller sur le fondement de cette réforme. Et le fondement, c'est un fondement de nécessité, d'avenir de notre système de retraite et de regarder ce qui se passe dans les pays autour de nous. Et puis ensuite, on peut parler des grands équilibres de cette réforme. La réforme des retraites de 2010, pour prendre un élément de comparaison, c'était 30 milliards d'euros d'économies suscitées et 1,5 milliard d'euros consacrés à corriger des inégalités. La réforme que nous avons présentée aux Français, que nous avons déposée au Parlement, c'est 18 milliards d'euros d'économies et 6 milliards d'euros, un tiers des économies générées par cette réforme,
qui seront consacrés à corriger des inégalités. Et donc, dans ce sens-là, moi, je ne pense pas qu'on puisse parler de réforme injuste. C'est une réforme qui est indispensable pour le pays et qui a été faite en améliorant le système sur beaucoup d'éléments. Je pense, ils sont souvent mentionnés aux carrières longues, à la pénibilité. On va tout détailler. Je veux juste que l'on voit les images de l'ampleur de la mobilisation aujourd'hui avec vous, Pauline Simonet, avec une carte de France pour vous montrer à quel point dans chacune des grandes villes, des petites villes, des moyennes villes, il y avait plus de monde dans la rue aujourd'hui. Oui, effectivement, globalement, la participation, la mobilisation, elle est en hausse par rapport au 19 janvier. On va comparer l'augmentation de la participation en pourcentage par rapport au 19 janvier. On va commencer par les grandes villes. Évidemment, vous le voyez, les chiffres diffèrent selon la police et selon les syndicats. À Paris, c'est 25% de mobilisation en plus selon les syndicats, 8,75% selon la police. Même chose, très forte augmentation du côté de Nantes, plus 12% ou plus 30% selon les chiffres. Et puis, à Marseille, regardez, là, c'est une augmentation très importante. Elle est même, selon les chiffres de la police, encore plus importante. Plus 53% de participation. Un tel niveau de mobilisation n'avait pas été enregistré depuis plus de 20 ans. Donc, même chose à Lyon, Toulouse, forte progression également à Montpellier. Mais c'était aussi le cas dans les moyennes et dans les plus petites villes de France. Regardez, à Rennes, selon la police, plus 35% de participation, plus 20% selon les syndicats. Au Havre, même chose, augmentation de la participation. Au Puy-en-Velay également, à Périgueux, vous le voyez sur cette carte. Et puis, il y a toute une série de petites localités où là aussi, on a vu encore plus de participation que le 19 janvier. Regardez, à Vichy, là, tous les deux sont d'accord, du côté de la police comme du côté des manifestants. On était à plus 50% de participation aujourd'hui par rapport au 19 janvier. Merci Pauline. Il y a ces chiffres en hausse, il y a les chiffres, il y a les lettres aussi, les mots ce soir de François Ruffin, qui était l'invité d'Aurélie Casse juste avant, et qui vous dit, vous, gouvernement, que vous êtes sourd. Monsieur Macron doit faire preuve de responsabilité. Dans ce contexte-là, si on ne veut pas déchirer le pays, si on veut être respectueux de la République, si on veut en prendre soin, il faut retirer son projet. Il faut dire, un peu à la manière de De Gaulle, je vous ai compris, je vous ai entendu, je vous ai compris, et maintenant ça suffit. Parce que les gens qui sont là, ils ne souhaitent pas perdre davantage de journées de grève. Ils ne souhaitent pas bordéliser, comme le dirait un Darmanin. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est faire leur travail. Monsieur Macron doit aujourd'hui l'entendre. On a affaire à un pouvoir qui est en état de surdité. Je pense que la question aujourd'hui, elle est plus seulement sociale, elle devient une question démocratique. Un État ou un pouvoir en état de surdité. Qu'est-ce que vous répondez à François Ruffin ce soir ? Quand j'écoute François Ruffin, je me dis qu'on n'a peut-être pas la même définition du mot responsabilité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité, c'est de préserver les pensions et de ne pas porter un projet qui viserait à diminuer les pensions de retraite en réalité, notamment des plus faibles rémunérations dans ce pays. La responsabilité... C'est pas ce que propose la France Insoumise, c'est ce que vous dites. Bien entendu, c'est mécaniquement ce qu'ils proposent. Si nous ne touchons pas à notre système de retraite aujourd'hui, alors mécaniquement, nous aurons une baisse de pension pour singulièrement ceux qui ont travaillé toute leur vie, ceux qui n'ont pas d'autre capital que le fruit de leur travail en réalité. Et donc, c'est pour les classes moyennes, je vois que beaucoup ont manifesté aujourd'hui. Donc, il faut continuer aussi à dire les choses et à dire que nous nous battons pour justement préserver les pensions des Français, pour ne pas augmenter les impôts. Si la responsabilité, c'est la voie de la facilité, c'est-à-dire de toujours mettre les mêmes recettes sur la table, de taxer davantage, d'alourdir le coût du travail, de retirer du pouvoir d'achat, alors, je le dis à François Ruffin, nous n'avons pas la même définition du mot responsabilité. Alors, justement, il vous renvoie aussi à l'idée que vous avez été sourd aussi certainement à ce dialogue social qui avait été censé être mis en place durant l'automne. Il s'avère que vous avez réussi à créer un front uni qui est quand même inédit avec la CFDT, avec ce totem de la limite d'âge, d'une part. D'autre part, vous dites on est arrivé au temps parlementaire. Mais ça dit quelque chose aussi dans le dialogue qui est en train ou pas de s'instaurer justement avec les oppositions. Quand on dit en fait ça ne bougera pas, est-ce qu'à un moment vous ne vous asseyez pas sur la fonction même de la démocratie représentative, c'est-à-dire sur le dialogue? Il y a, semble-t-il, eu un manque de dialogue avec les syndicats et du côté du parlementaire, il s'avère que les oppositions disent la même chose. Donc qu'est-ce que vous répondez? Moi, c'est un point que je conteste très fermement. Le dialogue social, il a été utile en amont de ce projet de loi. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Avec 2,8 millions de personnes dans les rues. Le front syndical que vous mentionnez comme uni, il était uni au démarrage des discussions. Il était uni sur un désaccord que nous avons avec les organisations syndicales sur la question du décalage de l'âge d'ouverture des droits et de l'allongement de la durée de cotisation. Ce désaccord-là,
Personne n'en a fait mystère. Il a été très clairement posé sur la table depuis le début. Et nous avons bougé. Je le disais, pendant l'élection présidentielle, le candidat Emmanuel Macron avait mis un projet à 65 ans sur la table. Aujourd'hui, 64 ans, ça n'est pas 65 ans. Et les syndicats, d'ailleurs, le reconnaissent. Alors même que le même Emmanuel Macron disait que la limite d'âge, le report de l'âge, il y a quelques années, en fait, n'était absolument pas une bonne idée. Donc ça dépend de quel Emmanuel Macron parle. Dans une situation et un constat qui était posé par le corps qui était totalement différent. Et puis, le dialogue social, il a été extrêmement utile pour justement enrichir ce projet de loi. Tout à l'heure, je vous le disais, peut-être à tort, en citant des milliards d'euros. Il ne faut jamais citer des milliards d'euros. Mais je disais, il y a un tiers des économies qui sont générées par la réforme qu'on va consacrer justement pour améliorer le système. Je veux le dire en un mot parce que moi je suis le ministre de la fonction publique, donc j'ai préparé cette réforme avec les syndicats, avec les organisations syndicales de la fonction publique. Et on a intégré bon nombre de revendications des syndicats et qu'elles portaient à très juste titre. Vous voyez, dans la fonction publique, il n'y avait pas de système de retraite progressive. Donc vous considérez, on va instaurer un système de retraite progressive. Donc, je le dis d'un mot, Bruno, je dis parce qu'on en parle jamais. Attendez, Bruno. Je veux l'indiquer, vous m'en donnez l'occasion ce soir sur le plateau, il y avait des situations qui étaient absolument injustes. Quand vous étiez policier, que vous changiez de métier, que vous passiez dans la pénitentiaire, que vous deveniez douanier, vous perdez tout le bénéfice de vos années passées en tant que policier. Eh bien ça, c'est fini. Vous voyez, il y avait des injustices qui concernaient les contractuels. Je pense aux aides-soignants, à l'hôpital. Quand ils rejoignaient la fonction publique, toutes leurs années passées en tant que contractuels, parfois 5 ans, 6 ans, elles comptaient pour du beurre, elles ne comptaient pas dans le calcul de leur pénibilité. Ça aussi, vous dites, Stanislas Guerini, vous avez amélioré les choses. Amélioré les choses. Mais c'est pour ça que je le dis, et de façon très concrète et précise. Guerini, ce projet de loi, ce n'est pas celui qu'on envisageait au début. Mais ce soir, on a donc 2 nouvelles dates, 2 nouvelles journées de manifestation et de grève qui sont annoncées pour la semaine prochaine. On va en parler dans un instant. Est-ce que les syndicats peuvent faire plier le gouvernement? Réponse dans une seconde, à tout de suite. Votre programme commence dans 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. Votre programme avec CBD.fr, le bonheur pour tous. Oui, tous. CBD.fr. Chaque lundi, Ligne Rouge scrute le monde. Portrait, enquête, grand reportage. Les balles sont entrées par là. Des documents exceptionnels sur tous les terrains de l'actualité. International. Vladimir Poutine a peur de son peuple. Faits divers. J'ai vécu 3 mois avec le meurtrier de ma fille sans le savoir. Société. Elle est là, l'horreur. Mais c'est surtout une frayeur que les terroristes veulent créer chez nous. Politique. L'objectif, c'est de faire entendre votre voix. Destins exceptionnels. Parce que les lignes rouges sont faites pour être franchies et les soubresauts du monde pour être expliqués. Ligne rouge, présenté par Aurélie Casse, le rendez-vous documentaire indispensable de BFM TV. Santarome Bio vous a réservé le meilleur de la nature. Du miel de Manuka Bio, aussi rare que précieux, associé à une formule unique pour renforcer votre immunité. Manuka Royal de Santarome Bio. Irrésistible. Le nouveau parfum Rose Velvet. Givenchy. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comegem.fr. Comegem.fr. C'est important, .fr. Je m'appelle Jean et j'ai monté mon propre restaurant, alimenté par mon propre potager. Et non seulement je confectionne mes assiettes, mais je fabrique aussi tous mes couteaux dans une forge que j'ai moi-même forgée. En allumant le feu que j'ai moi-même créé. Être un bon entrepreneur, c'est savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Avec Yonos, faites-vous accompagner par un conseiller personnel pour créer votre site, vendre en ligne et être bien référencé. Yonos.
put a spell on you. Cause you're mine. Spell on you. Le parfum. Louis Vuitton. Il suffit d'un peu de lumière en plus pour se sentir mieux chez soi. Chez K-Line, nos fenêtres vous offrent 15% de lumière en plus. Et la lumière vous offre tout le reste. K-Line, la fenêtre lumière. The Australian Pink Floyd Show. Après une tournée monumentale et plus de 4 millions de spectateurs dans le monde, le plus célèbre tribute band revient en France. The Australian Pink Floyd Show, en tournée dans toute la France et les 4 et 5 février au Palais des Congrès à Paris. Votre programme commence dans 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. Votre programme avec CBD.fr, le bonheur pour tous. Oui, tous. CBD.fr. Le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, avec nous ce soir pour répondre à la rue. Plus de manifestants aujourd'hui partout en France contre la réforme des retraites et déjà 2 nouvelles journées de mobilisation, je vous le disais, programmées par les syndicats toujours unis. Le mardi 7, la semaine prochaine donc, et le samedi 11. Ce sera la première fois d'ailleurs que la mobilisation syndicale se fera un week-end. Les syndicats, on s'en doutait, et on le voit avec ces 2 dates-là, Stanislas Guerini, ne vous lâchent pas. Mais est-ce que vous assumez dès ce soir et vous leur dites, vous pouvez manifester tant que vous voulez, on ne bougera pas. Le retrait, jamais. Mais d'abord, moi, je respecte ce moment de mobilisation. Évidemment qu'on n'est pas sourd, insensible et qu'on écoute. Et c'est pour ça que je dis que le texte qui est au Parlement, il y a un boulot très important qui doit être mené pour voir de quelle manière il peut être enrichi. On parlera du Parlement, mais là, ceux qui défilent... Ce soir, je ne suis pas venu vous dire... On s'est trompé sur la question des retraites. Notre système est équilibré. Il le sera encore en 2030. Ça serait un scoop qu'on prendrait. Et il n'y a pas de surprise, je crois, et vous n'êtes pas surpris à ce que je ne vienne pas vous dire ça ce soir. C'est un mauvais moment à passer, les prochaines manifs. Mais non, mais moi, je dis les choses à la fois avec conviction, avec humilité aussi. Si vous voulez être très populaire, vous ne faites pas de réforme des retraites. Si vous voulez être très populaire, vous restez chez vous, vous faites croire qu'il n'y a pas de problème et que tout va très bien se passer, qu'il n'y a pas de déficit dans les années qui viennent et qu'on va maintenir les pensions. Donc, on fait une réforme pour une raison de nécessité, évidemment. Et cette conviction-là, je la garde. Oui, mais à vous entendre, la rue ne change rien. Gouvernement. La rue ne va rien changer. Quand je vous dis que à l'Assemblée nationale, parce que c'est, pardon, d'être assez concret, c'est là où c'est en train de se passer, hein, c'est comme ça que ça se passe. Le gouvernement, il fait un projet de loi, il le soumet à l'Assemblée, ce sont les députés, puis les sénateurs qui vont travailler. Et donc, il y a un certain nombre de thématiques. Sur l'emploi des seniors, sur des clauses de revoyure. Il y a des sujets que les députés sont en train de discuter. Tout ça, on n'est pas sourd, on n'est pas insensible, on va regarder, bien sûr. Les députés, Stanislas Guerini, ils voient cette mobilisation très forte, très très forte. Ça fait aussi une forme de pression sur eux, notamment les députés de votre majorité, mais aussi les députés LR sur lesquels vous comptez et qui sont souvent maintenant dans des circonscriptions de villes moyennes, celles justement qui défilent. Cette mobilisation-là de l'opinion publique, ça peut avoir un impact justement sur vos débats à l'Assemblée nationale. Ça fragilise aussi une éventuelle majorité. Oui, vous ne pouvez pas me dire d'un côté qu'on n'écoute pas et de l'autre côté que ça influence. Ce que je veux dire, c'est que... Ce que je dis, c'est que la vie politique, c'est d'avoir un esprit de responsabilité. C'est d'avoir été élu sur un mandat, d'avoir présenté les choses. Les députés de la majorité, ils ont fait une campagne derrière le président de la République. Et ils ont porté un projet politique qui visait à porter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. À la fin du quinquennat, au rythme qui a été décidé, nous serons à 63,3 ans, soit exactement l'âge de départ effectif des Français à la retraite. On ne le dit peut-être pas suffisamment. Et donc, au moment où nous terminerons ce mandat, bien l'âge de départ à la retraite, l'âge d'ouverture des droits, il sera à un peu plus que 63 ans. Par une majorité. Et donc, voté par une majorité, sur un engagement porté à l'élection présidentielle. Il y aura un 49-3. Il y aura un vote. Moi, j'en ai jamais fait mystère, et je crois aucun membre du gouvernement, notre Premier ministre n'en a jamais fait mystère. Nous souhaitons avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais si ce n'est pas le cas. Nous avons décidé et nous avons discuté en amont
les ministres Olivier Dussopt, la première ministre Elisabeth Borne a reçu à de nombreuses reprises les différents groupes politiques, parce que c'est ça aussi la vie politique. La démocratie sociale, ça a de la valeur. La rue, ça a de la valeur. Mais l'Assemblée nationale, bâtir des majorités, ça a beaucoup de valeur aussi. Est-ce que vous prendriez les risques, si jamais vous n'avez pas de majorité, parce qu'il n'y a pas assez de LR, parce qu'une partie de vos députés sont hostiles à ce projet de loi, est-ce que vous prendriez le risque de faire passer cette loi au 49.3, c'est-à-dire une réforme aussi massive que les retraites, sans vote sur la loi elle-même, mais par le 49.3, c'est-à-dire la responsabilité du gouvernement. Est-ce que vous y seriez prêt ? Ce n'est pas l'intention du gouvernement. Notre souhait, c'est de bâtir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est de convaincre. Les groupes politiques et les républicains, singulièrement, ont été reçus, ont dit leur soutien par la voix de leurs responsables politiques à l'Assemblée nationale, au Sénat, le nouveau chef du parti des Républicains. Ils ont porté eux aussi, dans l'élection présidentielle, dans l'élection législative, un projet qui consistait à repousser l'âge d'ouverture des droits. Ils ont déposé 600 ou 700 amendements, je ne sais plus exactement, avec des amendements qui sont très précis, notamment visant les carrières longues pour corriger ce qu'ils disent, ceux qui partent autour de 20 ans et qui risquent, qui vont cotiser pendant 44 ans. Il y a un amendement qui corrige ce point. Est-ce que ça, c'est le type d'amendement que le gouvernement peut reprendre D'abord, il y a un collectif gouvernemental. Ce n'est pas le ministre de la fonction publique qui prend ces décisions-là. Et d'abord, ce sont les parlementaires qui vont voter. Nous, gouvernement, on a fixé un cadre. Et je crois en l'occurrence que c'est un cadre partagé avec les députés qui se sont dit en soutien de cette réforme. 64 ans, 43 annuités. Mais au-delà, comme vous dites. Ce cadre, c'est celui de l'équilibre en 2030. Ensuite, il peut y avoir des enrichissements, c'est-à-dire de dire là, il y a tel ou tel angle mort dans la réforme, on souhaite corriger ce qui peut sembler être une injustice. Parfois, je note qu'on le dit en oubliant ce qu'est le système actuel, où il y a déjà des gens qui partent avec 44 ou 45 années de cotisation. Parfois, j'ai l'impression qu'on oublie que notre système actuel de retraite, il est fait d'un âge limite et d'une durée de cotisation. Mais enfin, moi, je ne vais pas me montrer obtus ce soir. S'il y a des enrichissements qui peuvent être apportés au Parlement, mais qu'on arrive à conserver ce qui est notre engagement démocratique, c'est-à-dire de remettre notre système à l'équilibre, alors il faudra regarder. Voilà. Stanislas je voudrais vous dire autre chose ce soir. Vous avez le temps dans lequel on est. Vous avez commencé à esquisser un argument qui a été utilisé cet après-midi par votre collègue Olivier Dussopt, le ministre du Travail à l'Assemblée, qui a été un peu plus précis que vous. Écoutez, c'est normal. Écoutez ce qu'il promet aux Français, d'une certaine manière, si la réforme est retirée. Écoutez le ministre Dussopt. Si nous retirions cette réforme, le système serait déficitaire, il s'écroulerait, et la pension, le niveau moyen de revenus, le niveau moyen des pensions des retraités baisserait de 20%, comme c'est indiqué dans le Conseil d'orientation du corps. Si la réforme est retirée, les pensions de retraite en France baissent de 20%. Comment aboutissez-vous à ce chiffre ? Oui, et c'est pas nous qui aboutissons à ce chiffre, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites, c'est un organisme dans lequel siègent aussi des organisations syndicales. Donc, il produit du consensus sur les chiffres. Après, on peut en faire différentes interprétations. Interprétations un bien grand politiques. Mais la réalité de notre système de retraite, c'est qu'il y a sur les dépenses une stabilité, mais sur les recettes qui sont générées par notre système de retraite, pas par la faute des Français, pour des raisons démographique. Et le ministre de la fonction publique, il peut le dire, puisque dans la fonction publique, ce déséquilibre démographique, il est encore plus fort. Mais l'opposition vous dit, vous faites du chantage par la peur. C'est du chantage par la peur. C'est ce que vous dit l'opposition. C'est être responsable, je le redis parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est dire les choses et pas forcément les choses qui font plaisir. Nous avons un système de retraite que nous voulons conserver. Et un système qui est en déséquilibre, ce n'est plus un système par répartition. Moins 20%. C'est un système, quand vous avez l'État qui, avec le budget de l'État, c'est-à-dire votre budget, c'est-à-dire notre argent collectivement, qui vient compenser. C'est déjà le cas pour le système qui finance les retraites des fonctionnaires, à hauteur de 30 milliards d'euros tous les ans, pas parce que les fonctionnaires sont avantagés, je m'empresse de le dire, parce qu'il y a un déséquilibre démographique. Alors, petit à petit, vous vous éloignez de ce qu'est un système par répartition, c'est-à-dire
où les actifs financent les pensions de retraite des retraités. Vous parlez justement de la fonction publique, ce déséquilibre démographique dont vous parlez, on en pointe directement la responsabilité au nombre de fonctionnaires qui a été drastiquement réduit. Il faut se souvenir de RGPP sous Nicolas Sarkozy, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. C'est-à-dire qu'on peut aussi objecter que l'État lui-même a organisé ce déséquilibre de telle sorte à arriver à quelque chose que certains disent qui est une vision doctrinaire, que d'aucuns disent qui est aussi un signal envoyé à Bruxelles parce que, comme vous le disiez, on fait partie des derniers pays en Europe à partir en fait à 62 ans. Pourquoi ne pas prendre, comme certains en fait le posent, l'autre choix qui est, voilà, il y a eu de nombreux dividendes de versés, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une contribution exceptionnelle de telle sorte à rééquilibrer et faire en sorte que ceux qui souhaitent partir à 62 ans, qui est déjà pour certains assez tardif, je ne vais pas ici parler de la pénibilité et de l'âge de bonne retraite, enfin de la bonne santé pour notamment les ouvriers, entre autres, et les classes populaires. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas aussi quelque chose à aller chercher dans ce type de cheminement ? D'abord, il y a deux questions que vous abordez là. Il y a d'abord celle de l'équilibre démographique, et je m'y arrête une seconde parce que je suis ministre de la fonction publique et vous m'interrogez sur la baisse du nombre de fonctionnaires. Vous avez eu l'honnêteté intellectuelle de rappeler que ce n'est pas notre majorité qui a engagé cette baisse du nombre de fonctionnaires. En l'occurrence, dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu une stabilité des effectifs dans la fonction publique. Et cette année, les effectifs vont augmenter. Exactement. Et je ne suis pas un ministre de la fonction publique dont le mandat repose sur la suppression du nombre de fonctionnaires. Moi, mon boulot au quotidien, c'est de faire en sorte, au contraire, qu'on puisse retrouver des fonctionnaires. C'est ça le cœur des chantiers que je mène avec les organisations syndicales, avec l'ensemble des parties prenantes de la fonction publique pour redonner de l'attractivité, du sens, de la rémunération aussi à nos métiers. Je suis le ministre de la fonction publique qui a le plus augmenté le point d'indice depuis 37 ans. Oui. Donc, en l'occurrence... Après qu'il ait été bloqué, effectivement, très longtemps. C'est très vrai. Et vous voyez, je fais le distinguo entre cette majorité et ce qui a pu être fait avant. Donc ça, c'est la situation de fait. Et donc, nous, notre projet politique, il est clair. Il est de remettre des services publics sur les territoires. J'étais en Lozère vendredi, ouvrir une maison justement France Service qui apporte des services publics au plus près de nos concitoyens. On l'a fait dans une préfecture, on réouvre des sous-préfectures dans le pays. Et donc ça, c'est mon combat quotidien. Ce que je conteste dans ce que vous dites, c'est l'État aurait au fond organisé sciemment ce déséquilibre démographique. Je ne crois pas que c'est le cas. Je pense que pendant beaucoup d'années, il y a une forme d'idéologie qui consistait à dire qu'effectivement, il fallait dégraisser. Une candidate, Valérie Pécresse, portait encore ce programme dans la dernière élection présidentielle. Elle disait à la hache. Et nous avons eu une opposition politique sur ce sujet parce que je pense que c'est la mauvaise direction pour le pays. Au contraire, il faut réinvestir. Et faire participer plus les plus riches. Voilà, c'était la question que vous posez aussi, Nora Madi. Et j'y arrivais. Mais vous avez un gisement, là. La France est un des pays au monde, et je pense que c'est un fait qui n'est pas beaucoup contesté, où le niveau d'imposition est le plus élevé. Et donc nous avons pris un engagement devant les Français de continuer à baisser les impôts. C'est ce qu'on a fait. Baisser les impôts, massivement. y compris des plus riches. Mais on pourrait demander une contribution exceptionnelle à ceux qui ont pu bénéficier de dividendes exceptionnels. Il y a beaucoup de créativité sur cette question-là. En l'occurrence... Peut-être aussi pas de la créativité, juste de la logique et du bon sens. Mais pour mettre des impôts supplémentaires, moi, je me bats, et je l'ai fait depuis le premier quinquennat, pour un meilleur partage de la valeur dans l'entreprise. Je défends, et on a pris des mesures très importantes pour ça, pour qu'on puisse avoir plus de participation et d'intéressement pour mieux partager la valeur avec les salariés, c'est-à-dire le fruit de la richesse qui est créée. Ça, je crois qu'on peut aller plus loin. Et le dividende salarié que le président de la République souhaite porter, nous allons le mettre en place si jamais, dans le fruit du dialogue social, les organisations patronales pas ce dividende qui ne souhaitent pas qui aller là-dessus. En sorte que les pensions augmentent. Se dire qu'il n'y a plus de versement de dividendes, si en face, il n'y a pas de plan de participation d'intéressement, s'il n'y a pas de prime donnée aux salariés, moi je crois que c'est un bouger qui est important. Et d'ailleurs, vous voyez la résistance du patronat sur ces questions-là. Ça veut bien dire que ça doit pas être totalement taxer les dividendes, par exemple. Si encore notre politique économique ne portait pas de fruits, je pourrais venir me présenter devant vous en faisant un mea culpa, en disant on a pris la mauvaise direction. Il s'avère qu'on est en train de sortir de ce que moi j'ai connu et j'ai pas vécu avec autre chose que ça, c'est-à-dire le chômage de masse. On est en train de recréer des emplois. On est en train de faire de la France, pour la 4e année consécutive, le pays le plus attractif d'Europe. Des entreprises viennent investir. On est en train de réindustrialiser les autres pays. Donc on ne va pas changer de politique économique maintenant, parce que la réalité, c'est que les résultats sont là. La réalité, c'est que le partage de la richesse, il doit se faire aussi parce qu'on crée de la valeur, on crée des emplois. Et je ne viens pas
en manquant de crédibilité sur la question, puisque c'est ce que nous sommes en train de faire. Stanislas Donc Guerini. j'assume de vous dire qu'on va maintenir le cap de cette politique-là, ça a de la valeur, et qu'on va continuer à porter des projets, notamment de partage de la richesse dans les entreprises, parce que ça, je pense que c'est la bonne Guerini, direction. vous parlez à l'instant de la Lozère, je crois. Oui. On va prendre un autre exemple ce soir, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la mobilisation aujourd'hui, c'était le cas déjà le 19, elle a été très forte dans des endroits où les manifestations ne mobilisent pas complètement d'habitude. On va prendre un autre exemple avec vous, Pauline Simonet, en l'occurrence en Corrèze, parce qu'on voit que là où on se mobilise aussi contre cette réforme des retraites, peut-être qu'on se mobilise aussi contre beaucoup d'autres choses, Pauline. En fait, on va regarder ce qui se passe plus précisément dans la Creuse. On va regarder ce qui s'est passé aujourd'hui à Guéret, c'est la préfecture de la Creuse, 13 000 habitants. Eh bien, aujourd'hui, il y avait presque 5 000 personnes qui sont venues manifester dans les rues. Vous allez le voir dans un instant sur ces images. Ça fait 1 habitant sur 3 qui a manifesté. On n'avait pas vu une telle mobilisation depuis des dizaines d'années. Ce sont des images de Caroline Philippe de RMC. Alors, pourquoi une telle mobilisation à Guéret? Eh bien, on est dans l'un de ces territoires qui sont en voie de désertification et on pourrait résumer les motivations des habitants avec cette phrase: quand on n'a pas grand-chose, on se bat pour garder ce qu'on a. Donc, au-delà de la réforme des retraites, eh bien, le sentiment de déclassement de la population dans cette région de la Creuse est très fort. 1 habitant sur 5 est considéré comme pauvre. Le PIB par habitant est inférieur à 20 000 €. C'est le plus faible de France. L'industrie locale ne représente que 6% des emplois et il y a une surreprésentation des emplois dans la fonction publique. Du coup, chaque fermeture d'un service public est vécue comme un séisme là-bas. Or, depuis plusieurs années, il y a toute une série de services, d'écoles qui ferment et puis également des services dans les hôpitaux qui ferment ou qui sont menacés. Et c'est ça qui explique la détermination des habitants selon cette responsable de la CGT. On l'écoute. Quelques années, failli perdre notre service de radiothérapie. Et il y a eu une très forte mobilisation. Et je pense que ça, c'est bien ancré dans l'esprit des Creusois. Le service public, c'est un des rares biens qui nous reste. Donc la colère, l'exaspération à Guéret, eh bien ça dépasse le cadre de l'hostilité à la réforme des retraites. Chaque acquis, on le défend bec et ongle. Ce qui se passe dans la rue, merci beaucoup Pauline Simonet, ce qui se passe dans la rue aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on vous renvoie, Stanislas Guerini. Bien sûr, mais moi je partage beaucoup ce qui a été dit. Vous savez, je suis très frappé. Il s'avère, vous l'avez remarqué, que je défends cette réforme. Et je le fais... Alors, ça, on l'a compris. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de doute. Depuis 22 heures, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de scoop. OK, bon, je suis rassuré quand même d'être à peu près compris sur ce point-là. Mais je le fais sur des plateaux de télévision. Je le fais aussi sur le terrain. Je vais échanger avec des agents publics. J'étais en Alsace, je vous disais, j'étais en Lozère ces derniers jours. Et je suis marqué très fortement par quelque chose. Moi, j'arrive toujours dans ces réunions en disant, je veux parler de tout. Et je dis notamment des retraites, parce que je pense qu'il faut expliquer ce qu'on est en train de faire, il faut répondre aux questions, il y a des questions très spécifiques. Et ce qui me marque, c'est que les revendications, je vous parle des agents de la fonction publique, des 5,7 millions d'agents de la fonction publique, elles portent sur les retraites, mais en réalité, dans les échanges qu'on a, minoritairement sur les retraites. Elles portent beaucoup sur les sujets à la fois de fiches de paye, il faut les regarder en face, le sujet d'attractivité des services publics, de réinvestissement les salaires, sur les territoires. Donc, il y a des réponses à apporter au court terme, à l'inflation. Il y a aussi des réformes structurelles à mener. Moi, c'est le chantier que je mène avec les organisations syndicales pour faire en sorte que, quand on rejoigne la fonction publique, on ait des perspectives d'évolution de salaire, notamment. Et je pense que c'est trop manquant aujourd'hui. Et puis, il y a des sujets qui sont du quotidien des agents, de ce qui parfois leur donne le sentiment d'avoir perdu le sens de leur métier, parce que les choses sont trop complexes, parce qu'ils sont eux-mêmes écrasés par la complexité administrative. Plus globalement, pardon, il y a un sentiment de glissement, d'affaissement, disait Édouard Balladur hier dans le Figaro, d'affaissement de quelque chose que vous n'arrivez pas, pour le coup, aujourd'hui, à combattre cette sensation que les choses sont en train de se déliter. L'hôpital, l'éducation nationale, etc. Pour le coup, ça vous renvoie à votre ministère aussi de la fonction publique. Bien sûr, il y a ce sentiment-là aussi dans les cortèges aujourd'hui. Moi, je le regarde en face. Je crois avoir un discours de vérité sur la fonction publique. Vous savez, je le dis souvent et je le dis sur des plateaux de télévision, il y a 2 fois moins de candidats au concours du service public qu'il y a 10 ans. Donc cette réalité-là, il faut la regarder en face. Mais vous ne pouvez pas dire que notre majorité et pas une majorité qui réinvestit dans les services publics. On nous en fait le reproche parfois. On nous dit au fond, vous avez fait le quoi qu'il en coûte, vous dépensez trop d'argent. Oui, moi j'assume. C'est vrai qu'Emmanuel Macron s'était engagé à supprimer mais vous avez raison, je le dis. Pour son premier mandat, et en fait il ne l'a pas fait. Mais vous avez raison sur ce point-là. Le mandat de 2017, c'était 120 000 suppressions de fonctionnaires. À l'époque, 50 000 dans la fonction publique d'État, 70 000 dans la fonction publique territoriale. Et en l'occurrence, parce que nous avons vécu des crises, parce qu'aussi il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il faut parfois avoir l'humilité de reconnaître
que nous-mêmes, majorité présidentielle, on peut avoir bougé sur certains sujets. Vous vous êtes rendu compte du déclassement français sur les services publics? Mais qu'il fallait réinvestir et mettre des services publics au plus près des gens. Nous avons avancé sur les sujets de numérisation. Mais on voit bien, et ça saute à la figure, que les gens ils veulent avoir derrière des guichets des voix et des visages. Les boulangers, vous le dites tous les jours. Mais c'est pour ça, vous avez raison, bien entendu. Les boulangers, ils n'arrivent pas à remplir les plateformes parce qu'ils n'ont pas le temps. En l'occurrence, c'est pas une punchline sur un plateau de télévision qui va convaincre, mais quand je vais réouvrir des maisons justement de services au public, on les a appelés les espaces France Service. On en a ouvert 2600 sur le territoire. Le président avait pris un engagement qu'il y en ait une à moins de 30 minutes de chaque Français. On y est. Et même à moins de 20 minutes. Mais c'est parce que énormément de services avaient fermé avant. Mais vous avez raison. Pardon, on est en train de se dire la vérité ce soir. Sûr, quand on réinvestit, comme jamais on l'a fait dans la justice, pour réembaucher des greffiers, des magistrats, quand on fait le Ségur de la santé, alors ça règle pas tous les problèmes à l'hôpital. Il faudrait être aveugle pour dire que ça règle tous les problèmes à l'hôpital. Mais par milliards d'euros, on met de l'argent pour revaloriser nos soignants. Et il y avait besoin de le faire. Quand on met de l'argent pour revaloriser les professeurs, pour pas en avoir à moins de 2600 euros. Tout ça, c'est un réinvestissement dans les services publics. Et il faut le financer, bien entendu, mais moi j'assume de vous le dire. Grény, pour dire les choses et pour rebondir sur ce que disait Maxime et ce qu'on a vu avec l'exemple de la Creuse, est-ce que vous n'avez pas une approche de cette réforme des retraites, en réalité effectivement très technocratique, très comptable, c'est-à-dire qu'au début vous nous parlez du travail et puis finalement il faut boucher des trous, mais vous abordez cette réforme de façon extrêmement comptable, extrêmement technocratique, ce qui est un peu l'ADN d'Emmanuel Macron et des gens qui l'entourent, qui n'est pas quelqu'un qui a connu beaucoup le pays profond, qui n'a pas beaucoup sillonné le pays, enfin qui n'est pas un élu de terrain si vous voulez. Et on a le sentiment que vous ne percevez pas en fait à quel point vous nous parlez de services publics, mais c'est aussi des gens qui travaillent et qui payent l'essence plein pot, qui ont aujourd'hui beaucoup d'impôts, beaucoup de charges et très peu de revenus de leur travail, qui demandent à vivre de leur travail. Et on a le sentiment que vous ne tenez pas compte de ça dans votre façon de réformer le pays. C'est-à-dire que la politique, c'est pas de l'économie et des chiffres, c'est aussi la réalité que vous sur le terrain. Et cette façon de voir les choses, vous ne l'appréhendez pas du tout. Je suis bien d'accord avec vous. Et en l'occurrence, mais c'est souvent les moments où on me coupe sur les plateaux de télévision. Moi, quand je parle des agents du service public, quand je vous parle des policiers, quand je vous parle des aides-soignants qui sont justement des contractuels, qui ne bénéficient pas des mêmes avantages que ceux qui sont associés aux métiers qui sont dans les catégories actives, c'est-à-dire les métiers pénibles dans la fonction publique. Quand je parle de ce qu'on va faire pour justement mieux prévenir l'usure professionnelle, pour adapter les postes, pour investir à l'hôpital, pour justement changer les conditions de travail. Mais ça, c'est pas comptable, c'est pas techno. Moi, je veux bien que on soit pas dans la vraie vie, mais c'est la vraie vie des agents, justement ça. Et ça, c'est mon job au quotidien. Moi, j'en ai un tout petit peu marre de ces procès en déconnexion. J'entends des élus qui me disent mais parce que vous n'avez pas été maire. Il y a plein de maires dans la majorité présidentielle. Moi, j'ai créé, il s'avère, une PME. Donc je vois ce que c'est. J'ai un maire qui m'écrit. La vie des agents. J'ai un maire qui m'écrit, qui me dit. Beaucoup des maires. Eh ben justement, qui me dit. On peut dire qui c'est en direct, c'est un maire d'une commune du Val-de-Marne qui me dit le candidat Macron a annoncé une baisse de 10 milliards sur les dotations aux collectivités sur le quinquennat. Bruno Le Maire a dit aujourd'hui qu'il allait évidemment contrôler nos dépenses. #foutage de gueule. Ben, je réponds par des éléments très factuels. Il y a de la part de l'État vers les collectivités, ce qu'on appelle la dotation générale de fonctionnement. C'est-à-dire, mais ça, c'est des fonctionnaires, c'est la territoriale. Enfin, vous voyez bien que ce que vous nous dites, ben voilà. C'est des gens en moins derrière. Laissez-moi aller au bout de ma phrase. Il s'avère que ces dotations qui étaient données par l'État aux collectivités territoriales, prenaient les mandats précédents, celui de François Hollande, elles étaient en diminution constante. Dans le premier quinquennat, on a mis fin à la baisse de la dotation pour les collectivités territoriales. Ce que je peux vous dire, je pense que chacun pourra le vérifier. Et dans ce quinquennat, parce que les collectivités, elles font face à une situation difficile, elles aussi, elles vivent l'inflation, l'augmentation des fluides, elles ont encaissé le Covid, tout ça est vrai. Et bien, c'est la raison pour laquelle on a pris la décision politique, en concertation avec les collectivités, de rehausser la dotation générale de fonctionnement. Donc moi, je ne veux pas laisser dire que l'État aurait abandonné les collectivités. Je pense qu'on a fait la démonstration pendant la crise sanitaire, que l'État savait être aux côtés des collectivités, mais pas dans une logique concurrentielle. Moi, je vais vous dire, je vois ce qui marche sur le terrain. Quand ça marche sur le terrain, c'est que l'État et les collectivités, elles font ensemble. Et elles apportent des réponses. Et d'ailleurs, elles ne se posent pas la question de savoir quelle ou quelle strate. C'est qu'elles partent des besoins des citoyens et qu'elles répondent aux besoins des citoyens. Moi, je pense que ça doit être la seule ligne de conduite.
Ce qu'on a vu en attendant au Salon des maires qui s'est tenu il y a quelques semaines, c'est que la tension entre le gouvernement et les maires était en attendant encore extrêmement... On est dans Moi, le je vois dur. le président de la République rencontrer des maires et je relativiserai un tout petit peu. Stanislas Guerini, on est dans le dur de cette bataille des retraites. Est-ce que tous les coups sont permis dans une bataille comme celle-là? Non, je pense pas. Je vous pose la question. L'électricité à des parlementaires, je pense que c'est pas permis. Rompre avec la neutralité des services publics en affichant des messages politiques sur les mairies, je pense que ça n'est pas permis. Et quand on est ministre de la fonction publique, envoyer ce genre de vidéo aux fonctionnaires, en l'occurrence des milliers de fonctionnaires qui ont reçu sur leur boîte mail privée une vidéo que vous aviez enregistrée de 6 minutes, que j'ai eu le plaisir de regarder. Et que j'ai eu le plaisir de recevoir. Et que Nora Madi a eu le plaisir de recevoir en tant qu'ancienne agent de la fonction publique. Est-ce que ça, c'est normal que des fonctionnaires, encore une fois, des agents publics, reçoivent sur leur boîte mail privée, sans rien avoir demandé, de la propagande gouvernementale? Je vais vous répondre en vous posant une question. Vous êtes vraiment choqué que le ministre de la fonction publique envoie un message aux agents de la fonction publique ou à ceux qui ont été agents de la fonction publique et qui peuvent être concernés par un projet de réforme sur les retraites, c'est-à-dire leur pension qui découle de leur travail dans la fonction publique? Précisément à partir du moment où c'est un projet, qui n'a pas encore été adopté, on est bien dans de la propagande gouvernementale. C'est pas un mot péjoratif derrière ça. Non, mais propagande gouvernementale et dans le fait de vouloir, influencer les personnes qui reçoivent cette vidéo-là. Mais dans quelle organisation? En l'occurrence, une organisation qui regroupe 5,7 millions d'agents. On mène un projet de réforme qui a un impact sur la vie des gens, qui pose des questions. Les agents de la fonction publique se posent des questions sur les mesures qui sont contenues dans ce projet qui est en discussion au Parlement. Dans quelle organisation, au fond, le premier responsable, c'est-à-dire le ministre de la fonction publique, il ne présenterait pas les choses? Je note d'ailleurs que personne, absolument personne, n'a contesté le contenu de ce que je disais dans cette vidéo, qui présentait, évidemment, je l'ai fait avec beaucoup d'attention, les choses de façon extrêmement les factuelle. syndicats contestent tous les jours la réforme que vous défendez dans cette vidéo. Mais personne ne vient contester le fait que j'ai simplement énoncé le contenu de ce projet-là. Et donc je l'ai fait, je crois, et chacun peut le juger, de façon très transparente. Ce qui me semblerait choquant dans une démocratie, au fond, c'est qu'on avance masqué, c'est qu'on mène un projet sans aller l'expliquer. Moi, j'assume. C'était pas une bourde, monsieur le ministre. Mais absolument pas. J'assume parfaitement d'aller au-devant des agents. Je le fais sur le terrain. Je réponds à leurs questions et d'expliquer ce que nous sommes en train de faire. Mais ce sujet des boîtes mail privées, je me suis contenté d'envoyer, mais comme ça avait été le cas de nombreuses fois auparavant, pour justement... Une fois que les réformes sont adoptées. Mais pas seulement pour des projets de changement d'organisation, d'utiliser une base. Je n'ai, vous rassure, reçu aucun fichier. C'est un envoi qui se fait automatiquement aux agents pour les sujets qui, je vais vous dire un élément juridique, concernent leur rémunération et leur pension. Là, je pense qu'on n'est pas très éloigné du sujet. Et donc, ce sont... Pardon, mais je vous réponds jusqu'au bout parce que vous m'avez posé des questions précises. Ce sont des mails que les agents ont renseignés eux-mêmes pour être en contact avec leur administration. C'est comme si leur administration. La belle affaire. Quelle polémique. J'ai envoyé un email. Le patron de la fonction publique envoie à ses employés. Le patron de la fonction publique, ce qui est votre cas, vous êtes le patron, envoie à ses employés une vidéo dans laquelle il fait la promotion de la réforme des retraites qui précisément met un certain nombre de fonctionnaires aujourd'hui dans la rue. Si vous avez regardé la vidéo, qui est une vidéo, et vous voyez que je l'assume parfaitement. J'ai regardé, 6 minutes, tournez sans doute dans votre bureau. Qui explique, dans un autre régime. Qui explique ce que nous allons faire, ce que nous avons l'intention de faire, et qui ne fait pas la promotion. Les premiers mots que j'ai dans cette vidéo, c'est de présenter les choses de façon très factuelle, en disant que nous allons demander à tous les actifs du pays un effort, et que nous allons le faire aux salariés du privé comme aux agents de la fonction publique. Vous voyez, il y aurait meilleure entrée en matière si j'avais absolument voulu présenter la réforme sous son meilleur jour. Je pense qu'il faut dire les choses. Je pense que ce qui ne serait pas compréhensible, c'est d'avancer masqué. Moi, j'assume non seulement de défendre, avec, je crois, sincérité, ce projet-là, mais d'aller m'en expliquer devant les agents de la fonction publique, parce que oui, je pense que c'est ma responsabilité. Et ça, je l'assume parfaitement. Stanislas Guerini, on vous voit droit dans vos bottes ce soir, pas de recul sur rien. Votre expression, pas la mienne. Oui, effectivement, j'assume. En face, Laurent Berger, CFDT, vous sent beaucoup plus fragile. Regardez ce qu'il disait tout à l'heure, le patron de la CFDT. Pour lui, de simples manifs, je parle bien de simples manifs, peuvent suffire à vous faire plier.
Les manifestations suffiront. On va continuer de se mobiliser. On va ensemble décider ce soir d'autres modes de mobilisation, de manifestation. Et c'est par ce biais-là d'un exercice démocratique qu'est la manifestation qu'on essaiera de convaincre l'opinion qui est déjà bien convaincue. Et j'espère le gouvernement et les parlementaires qu'il ne faut pas voter ce report de l'âge légal à 64 ans. Ça fait 2 fois qu'il dit ça, Laurent Berger, ces derniers jours. Pour lui, 1 ou 2 démonstrations de force et vous pliez. Vous pouvez pas nous dire dans une phrase qu'on est droit dans nos bottes, et dans la phrase d'après qu'on serait fébrile et qu'on va douter parce qu'il y a une mobilisation. Je cite Laurent que Berger. je conteste absolument pas. Encore une fois, elle est respectable, elle est réelle, la mobilisation. Je suis pas en train de venir vous faire de la langue de bois ce soir aussi parce que pour minimiser les choses. Il y a des gens dans la rue, c'est évident. Il y a des gens dans les villes moyennes. Et cette réforme-là, il faudrait manquer de lucidité pour ne pas le dire. Elle est minoritaire dans l'opinion. Oui, elle est d'ailleurs depuis le début. Elle est minoritaire dans l'opinion et elle est même minoritaire quand nous l'avons chez les portée retraités. dans l'élection présidentielle. Et même chez les retraités qui sont la catégorie qui a le plus voté pour vous, ils sont aussi minoritaires. Il faut les convaincre. C'est aussi l'objet du débat médiatique, du débat parlementaire, que cette réforme-là, elle visera, contrairement aux autres projets qui sont présentés. C'est intéressant parce qu'en ce moment, en parallèle du débat à l'Assemblée, les groupes politiques présentent leurs contre-projets. Leur contre-projet, c'est soit d'augmenter les impôts, soit de baisser les pensions. En l'occurrence, pour les retraités, nous leur disons que c'est un projet qui va leur bénéficier parce que ça va permettre d'augmenter les pensions de retraite. Et puis votre sort, enfin celui du gouvernement et de sa réforme est quand même entre les mains des députés et les Républicains. Vous avez encore confiance dans leur vote ? Mais moi, c'est pas comme ça que je raisonne. Ce que je dis, justement, il fait un peu pression sur eux, là. Ce que je dis de façon très transparente, et c'est la réponse que je faisais tout à l'heure, c'est qu'on souhaite bâtir une majorité à l'Assemblée. Ça, on s'en est jamais caché. C'est ça aussi, la démocratie. Et donc, bâtir une majorité, c'est discuter. C'est ce qu'a fait Elisabeth Borne à de nombreuses reprises avec les responsables de groupe. Et je pense qu'ensuite, vous voyez, les choses se font au grand jour, au fond, de façon transparente. On en parlait à l'instant, devant les Français. Mais justement, et je pense que chacun prendra ses responsabilités face à cette réforme, face aussi à l'histoire des formations politiques, aux projets qui sont portés. J'entends des voix de responsables politiques, en l'occurrence des Républicains, qui invitent les uns et les autres à assumer leur histoire et leurs responsabilités parce qu'ils ont porté un projet de responsabilité pour le système de retraite. Très divisé, les députés. Et aujourd'hui, chacun fait les choses. Et François Bayrou et Édouard Philippe, ils soutiennent assez la réforme ? Mais oui, je le pense. À chaque fois, beaucoup, si je dis pas de bêtises, je crois que Édouard Philippe sera votre invité. Si vous faites en plus la promo de BFM TV, ce sera jeudi soir. Regardez, quelques heures. Vous voyez, je suis vraiment en bonne patte. Regardez, je fais votre boulot aussi. Jeudi soir, 18h50 même jeudi soir, face à Bruce Toussaint, Édouard Philippe qui parle. Très peu, quasiment jamais en ce moment. Édouard Philippe, effectivement, qui lui défendait une réforme qui allait beaucoup plus loin que la vôtre encore et qui sera donc sur BFM TV. Vous faites le teasing effectivement beaucoup mieux que moi, donc je veux décidément pas vous prendre votre place, mais Stanislas Guérini, justement. Je veux vous répondre d'un mot là-dessus. J'étais aux côtés de la Première ministre tout à l'heure dans une réunion qui réunissait les groupes de la majorité. Et je peux vous dire que j'ai pas 20 ans de politique derrière moi, mais il s'avère que j'ai un quinquennat dans les pattes. J'ai entendu combien de fois que cette majorité allait exploser ou imploser, ou je sais plus quels sont les verbes utilisés, à l'approche de tel ou tel projet de loi, parce qu'il est difficile, parce qu'il faut convaincre. Et à chaque fois, la majorité, elle a su montrer qu'elle était unie, parce que responsable, et parce qu'elle a porté un projet devant les Français. Dernière question de Ramadia avant François-Olivier Gisbert. Le 19 janvier dernier, Philippe Martinez était à votre place et demandait, lui, dans un cadre encore plus global, que plutôt que de s'atteler à cette réforme des retraites qu'effectivement la CGT et l'intersyndicale ne souhaitent pas, il y avait en France une problématique de débat sur le travail. Quand on voit à quel point les Français souffrent, disent à quel point c'est une usure, c'est une fatigue, je vous parle même pas de des conditions de transport, de l'inflation, du prix des carburants, etc. Quand on voit à quel point aujourd'hui cette valeur travail dont on a beaucoup parlé ces derniers mois s'effrite, est-ce qu'à un moment on ne se trompe pas de débat ? Est-ce que ce n'est pas un débat qu'il faut avoir sur comment on travaille, qui travaille, jusqu'où on travaille, la place du travail dans notre société ? Vous avez hélas 30 secondes pour répondre. Je vais répondre rapidement. Je partage en grande partie, oui, cette question elle est primordiale et je pense même que c'est le débat fondamental au fond à travers ce projet de réforme. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que c'est pas l'un ou l'autre. Les deux sujets sont intimement liés. C'est impossible de parler retraite sans parler travail. Et je vais conclure en parlant à nouveau de la fonction publique. Toutes les mesures que nous prenons dans ce projet de loi sont des mesures qui visent justement à mieux aménager les carrières,
pouvoir bosser à temps partiel pour des professeurs, par exemple, à la fin d'une carrière, à pouvoir changer de métier, à travailler sur les conditions de travail. Je voulais parler de ce fonds d'usure et de prévention professionnelle. C'est 100 millions d'euros par an pour justement, à l'hôpital, améliorer les conditions de travail. Donc, je ne suis pas en train de parler d'autre chose que le travail, mais ce sujet-là, ça mériterait plus que 30 secondes. Ça mériterait plus que 30 secondes et peut-être les 20 jours de débat dans le cadre d'un 47 ans, mais on n'a pas eu le temps d'en parler. À la fois sur le partage de la valeur et sur la nature et les conditions du travail dans notre pays, oui, je pense que c'est un débat qui mérite d'être poursuivi. Merci Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique, d'avoir été avec nous ce soir dans cette soirée spéciale après cette deuxième grande journée de mobilisation. Merci à vous.